Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et je suis avec Aymeric. Bonjour tout le monde. Et on se retrouve encore une fois pour la dernière, c'est promis, de l'analyse de Kamigawa, la dynastie Néon. Et on va parler des decks commandeurs aujourd'hui, du deuxième et dernier deck commandeur, amélioration déchaînée. C'est ça. Donc le deck amélioration déchaînée qui, comme son nom l'indique, va parler d'amélioration. Donc on va parler d'aura, on va parler d'équipement et on va parler de marqueurs. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Je rappelle aussi, on va, comme pour la dernière fois et comme pour chaque deck, on va parler avant tout des commandants, pour commencer avec les nouveaux commandants du deck et puis les commandants qui sont réédités au sein du deck. Puis on va s'intéresser aux nouvelles cartes de l'extension, parce qu'il paraît que c'est quand même ce qui nous intéresse beaucoup. Et ensuite les bonnes rééditions du deck, sympas pour la stratégie ou de manière générale dans le commandeur. Et comme on est sur la dernière vidéo de l'extension, on va également parler en tout dernier des cartes exclusives aux boosters d'extension. Ouais. Donc voilà, il y en a quelques-unes dont on doit discuter également avec vous. C'est le petit bonus. C'est ça. Mais on va commencer avec du coup le deck Amélioration déchaînée et son commandant principal, Shishiro, la lame brisée, qui est une créature légendaire serpent et samouraï 4/4 pour 4, dont un rouge et un vert. A chaque fois qu'une aura ou qu'un équipement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton de créature 2/2 rouge esprit avec la menace. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature modifiée que vous contrôlez. Les équipements, les auras que vous contrôlez et les marqueurs sont des modifications. Ouais. Du coup, ce qui est bien, c'est que là, le commandant principal donne le ton de ce que va être le deck. En fait, on va retrouver pas mal d'aura et d'équipements. Et ensuite, ça va être un jeu où en fait ça va s'auto-booster parce que quand ta créature a déjà un marqueur, elle est considérée comme modifiée, donc tu lui en remets un, etc. etc. Sinon, en dehors du deck, Shishiro, je le trouve intéressant, très intéressant, parce qu'on sait qu'il existe dans l'histoire de Magic plein d'auras et d'équipements qui peuvent se remonter dans notre main, être revenus en jeu, où on peut réduire les coûts pour les faire venir moins cher, etc. Donc ça promet d'être un général très intéressant. Un peu en dehors de ce que fait Gruul d'habitude dans ses couleurs. Parce que Gruul Constellation, on connaît pas trop, quoi. Assez curieux de voir jusqu'où est-ce que le deck peut aller en termes de puissance. Donc on verra bien. J'ai un peu plus d'hésitation sur ce deck et sur ce commandant que sur Kotori, parce que Kotori, c'est vrai que finalement, pour le deck Azorius, c'était relativement pas simple, en fait. C'était très très simple même. Et donc la direction et le ton étaient assez vite donnés. Mais là, c'est vrai que le fait d'avoir ce petit côté aura, équipement, et en même temps les modifications, et je crée des jetons, et derrière je mets des marqueurs +1/+1, t'es là, ouais, d'accord, ça fait beaucoup d'étapes en fait, et ça fait beaucoup d'éléments à prendre en compte sur une seule et même carte, qui sont, même s'ils sont liés, ils sont tous très différents en fait, je trouve. C'est assez original là-dessus. Et a priori, voilà, je veux dire, en dehors du deck préconstruit tel qu'il est, je pense que c'est un commandant où il va falloir plutôt s'orienter dans une direction ou dans une autre. Je vais faire 50-50 autour des auras et des équipements, et je vais synergiser avec mes esprits, et je vais synergiser avec les marqueurs qui vont être rajoutés, c'est pas possible à mon avis. Ça va être beaucoup trop splitté, et en fait ça va être casse-gueule, quoi. Tient pas debout, quoi. Surtout qu'après tu dois rajouter du support, enfin c'est... Ouais, le petit casse-tête compliqué, quoi. Le petit casse-tête, mais qui en même temps c'est un challenge qui semble intéressant dans le sens où tu sais, plutôt que de dire je vais me focus que sur l'un ou que sur l'autre, tu peux essayer de faire un mix bâtard, mais qui, en fait, ça peut être que des utilitaires, tu vois. Oui, et qui, bien du sûr. coup, rend le tout à peu près stable. Je veux dire, tout le monde, enfin,
pas tout le monde, mais beaucoup de gens jouent quand même des bots de pied d'agile, par exemple, tu vois. Oui, bien sûr. Oui. Ce genre de choses, quoi. Après, moi je disais plutôt ça, c'est que si on commence à vouloir mettre la max dans toutes les catégories en même temps, ça va pas être possible pour le deck de fonctionner réellement, quoi. Ça va être trop compliqué derrière. Donc voilà. Yes. La deuxième créature, c'est Kaima, le calme fracturé. C'est une créature légendaire esprit 3-3 pour 2, 1 rouge et 1 vert. Au début de votre étape de fin, incitez chaque créature que vos adversaires contrôlent qui est enchantée par une aura que vous contrôlez. Mettez un marqueur +1/+1 sur Kaima, le calme fracturé, pour chaque créature incitée de cette manière. Alors vous remarquerez déjà que c'est pas un sanglier, honte à Wizards, hein. On a déjà eu un dieu et sanglier, mais on n'a pas le droit à un esprit sanglier. Je suis dans le très gros doute avec Kaima. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, qui connaissent mes decks, vous savez que j'ai un deck qui fonctionne autour de l'incitation, et c'est Marizi, mais qui lui est en Aya, en plan rouge-vert, qui pourrait très bien intégrer Kaima, mais ça n'arrivera pas, parce que c'est une carte qui est tellement compliquée, je trouve. Parce que ça veut quand même dire, enfin voilà, vous avez ce côté incitation, mais c'est pas juste, ah bah tiens, pour chaque adversaire, je peux inciter une créature. Non, c'est vous pouvez inciter chaque créature qui sont enchantées par une aura que vous contrôlez. Et là, what? Mais c'est... Du coup, je dois enchanter des créatures adverses avec des auras, en grûle. Alors vous attendez pas à des -1/-1 en grûle, hein, ça va pas exister. À la limite, on a des +1, -1, etc. et tout. Mais bon, généralement, il y a quand même toujours ce côté très agressif qui ressort. Donc il faut enchanter des créatures adverses pour pouvoir les inciter derrière. Et pour pouvoir faire en sorte que derrière, Kaima gagne des marqueurs en fonction du nombre de créatures incitées. Alors qu'il n'a pas de capacité d'évasion. Ça commence à devenir un peu compliqué cette histoire, je trouve. Hein. Je pense que si tu veux absolument partir dans le délire de je vais jouer Kaima, entre parenthèses, si vous achetez le deck, évitez juste de switcher, de jouer avec Kaima, ça va être très très compliqué parce qu'il n'y a que 6 auras dans le deck. Voilà, déjà ça c'est dit. Deuxièmement, je pense que Kaima, alors c'est un peu bête, mais ça va être un deck politique grûle un peu bizarre où en fait tu vas donner à des gens des armes pour se taper entre eux, et tu vois, tu vas te forcer à jouer des bonnes auras sur des créatures adverses. Du coup, tu vas devoir... par exemple, tu te rappelles, il y avait le cycle des impetus qui irait bien, il y avait le cycle des vœux, mais le problème c'est que du coup ça va faire quoi? Ça te fait 4 cartes, donc c'est déjà pas énorme. Donc après, tu vois, tu vas être obligé d'aller fouiller du côté des auras qui disent que tu peux les remonter dans ta main, peut-être. Ouais, sachant qu'en plus, les impetus et les vœux, ça fait quand même assez doublon, parce que justement, les cartes en question disent déjà, on incite, ou bien la créature peut pas vous attaquer. Donc t'es là, bah ouais, mais en fait, j'ai pas besoin d'inciter ces créatures-là. Elles le sont déjà, en fait. Elles peuvent déjà pas me faire chier. Donc qu'est-ce que tu veux faire derrière? Ben, c'est compliqué, quoi. En fait, t'auras un deck basé sur le God et sur les grules enchanteresses, un mix un peu bizarre. Ça va être très compliqué, je pense, de faire une liste qui tourne correctement. Après, à niveau intermédiaire, ça reste une carte qui, je pense, peut être ok. C'est sympathique, quoi. Ce qui m'embête, par contre, tu vois, c'est que Kaima... Bon, de toute façon, vu que tu vas jouer des auras, tu pourras mettre des auras sur Kaima, mais... Oui, ouais. Et Kaima n'a aucune évasion. Ouais, c'est un gros souci. Hein. T'es remercié pour la faire grossir, mais au final, bah, tu pourras pas en faire grand-chose derrière, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Mais tu vois, c'est ça aussi qui me dérange, c'est que tu disais le monter de manière un peu politique, je veux dire un peu à la manière de Brina qui incite à se taper et tout. Mais moi j'aurais la même crainte qu'avec Brina, plus ou moins, parce que Brina, elle permet de mettre des marqueurs quand même sur tes créatures quand les adversaires s'attaquent entre eux. Kaima, lui aussi, gagne des marqueurs. Mais... Je veux dire, le problème c'est que la partie politique de Brina, c'est si les adversaires font le choix. Le truc c'est qu'avec Kaima, ils auront le choix qu'au moment où tu vas jouer les enchantements, et que Kaima sera pas encore là en fait. Tu vas jouer les enchantements sur leur créature, les auras sur leur créature, et à ce moment-là, bah, tu dis « Ah non, mais me bourrez pas, je vous donne un boost ». Et là, bah non, mais on sait très bien que tu veux pas qu'on te bourre, parce que derrière, tant que ton commandant est pas là, tu peux pas nous inciter à la fin du tour et éviter que nos créatures elles attaquent, quoi. Mais donc du coup, ils vont profiter de la brèche, quoi, parce que c'est le moment... Et puis ils ont très peu d'avantages, contrairement à Brina qui faisait piocher. Là, Kaima, lui, c'est bah non, en fait, vous êtes juste incité et puis ferme ta gueule, quoi. Et puis moi, je grossis. T'es là, c'est de la politique, mais c'est de la politique à la grûle, quoi. Je vous prends vraiment pour des cons, hein, voilà. Bah oui, mais après, c'est une question de... C'est une question de timing, je pense aussi. J'ai un doute quand même sur la mécanique. Ouais, il me semble pas très inspiré, quoi. Mais on sait que l'incitation est très appréciée par nos chers amis outre-Atlantique, et donc du coup, c'est pour ça qu'on a souvent des cartes où il y a marqué God dessus. Mais bon, c'est probablement l'une des premières que je vois qui est aussi mauvaise, en fait, je trouve, qui est si compliquée pour pas grand-chose. Ah, il y avait la fourmi. Hein. Oh bah la fourmi, mais la fourmi elle est politique, hein. C'est
pour ça. Ouais, mais c'est pas non plus... Elle est pas top, hein, voilà, mais bon. Enfin bon, on va éviter de digresser trop, mais c'est vrai que là, c'est compliqué. L'autre commandant, le nouveau commandant qui ne peut pas être à la tête du deck, c'est Kozei, seigneur de guerre repenti, un ogre et samouraï légendaire 0,5 pour 3 dont 2 verts. Tant que Kozei repenti est enchanté, équipé et a un marqueur sur lui, Kozei a, à chaque fois que Kozei inflige des blessures de combat à un adversaire, vous piochez autant de cartes et Kozei inflige autant de blessures à chaque autre adversaire. Je l'aime bien. Je l'aime bien parce que... Alors, au premier abord, ça semble quand même assez compliqué d'avoir les 3 conditions. T'es d'accord ? Oui. Là-dessus, on est d'accord, parce qu'on en avait un peu débriefé avant, et voilà. Et en fait, quand on commence à fouiller un petit peu dans les cartes qui sont disponibles, eh ben, c'est pas si dur que ça d'avoir les 3. Surtout qu'en plus, maintenant, le vert sait énormément bien protéger ses créatures. Là, en l'occurrence, vous avez besoin que de Kozei. Il y a plein d'enchantements qui mettent des marqueurs. Il y a plein d'équipements qui mettent des marqueurs. On n'a pas encore l'équipement Aura, ce qui est dommage, mais ça devrait pas tarder. Les conditions sont très compliquées, mais en même temps, la récompense, elle est exceptionnelle, puisque tu pioches autant de cartes que tu mets de blessures, et chaque adversaire en prend autant. Ouais, ça devient une hydre omnivore, en fait, déjà sur ça. La deuxième partie, c'est sa capacité, donc ouais. Avec curiosité, tu vois. C'est... Enfin... Oui. Le commandant a énormément de potentiel, mais encore une fois, c'est pas un commandant qui va devenir un méga staple, c'est pas un commandant qui va être très facile à piloter, mais en tout cas il est très très intéressant pour en termes de construction et je pense en termes de jeu. Une fois qu'on aura bien la liste dans les pattes, ça peut être un commandant qui peut être très très fort. Après, moi j'y réfléchi un petit peu et c'est vrai que bon, je pense par exemple au jeu SRAM qui joue avec plein de petits équipements pas chers du tout à jouer, qui coûtent 0, qui coûtent 1 et du coup pour piocher énormément. En fait, Kozei c'est typiquement le genre d'équipement déjà qui pourra jouer. Et pareil, au niveau des auras en vert, on a des petites auras qui coûtent que 1 ou 2 mana, qui seront très efficaces aussi. Donc tu peux très bien te retrouver en fait sur un tour à faire le taf, et ensuite les marqueurs, il y a pas mal de manières d'en mettre, donc ça existe quoi en c'est vert. ça. Donc, je suis assez d'accord, on peut réussir à faire fonctionner ce commandant assez rapidement. Mais j'ai peur que le fait de le faire fonctionner rapidement, ça rende les auras et les équipements moins efficaces aussi. Mais voilà, c'est assez particulier. Ouais. Et en plus de ça, maintenant avec Ikoria, on n'est plus limité aux marqueurs +1 +1, on peut mettre des marqueurs capacité. Et il y a des sorts en éphémère qui balancent des marqueurs capacité sur des créatures. Ouais. Donc à réfléchir, la liste, moi je trouve que c'est un commandant qui est très prometteur. Si on veut sortir un peu des sentiers battus et jouer un mono vert Voltron, je pense que Kozei c'est une bonne option. Après, juste 2 petites choses, une précision de règle, je rappelle que la capacité déclenchée du coup qui met des blessures à chaque autre adversaire, ce ne sont pas des dégâts de commandant, donc voilà, vous serez au courant, il n'y a que les blessures de combat qui comptent, n'est-ce pas ? Oui, et l'infection ça marche bien. L'infection ça marche bien, voilà, par exemple. Et derrière, autre chose en fait, j'ai l'impression que c'est un commandant qui va avoir 2 ou 3 listes vraiment très fixes, sur lesquelles il va être vraiment bon, qui vont être bien montées. Et après le reste, ça va être du boubouitage et en fait, ce sera pas assez équilibré en fait. On va maintenant passer aux commandants qui sont des rééditions dans le deck. Et on commence avec Krenko, le baron de la rue d'Étain. Créature légendaire gobelin 1-2. Là, lui, il a bien sa place dans le deck puisque plus il va avoir de marqueurs sur lui, plus il va grossir. Et plus, ce qui est logique, et plus il va nous donner de gobelins. Donc c'est pas mal dans cette idée de swarm que veut avoir un peu le deck. Parce que entre les auras et les équipements qui vont créer des esprits, et ensuite Krenko qui va donner des gobelins, ensuite une fois que les créatures elles sont modifiées, elles regagnent des marqueurs, enfin, il va logiquement dans l'idée de ce que veut faire Chishiro. Le suivant c'est Rishkar, le renégat de Pima, qui était dans la révolte éthérique, et qui lui aussi a l'habitude de jouer autour des marqueurs, voilà. Avec ce côté, je transforme en mana d'or que tout ce qui a des marqueurs sur lui, t'es là, ok d'accord, sympa. Moi je trouve que c'est un commandant déjà qui était bon, qui était assez intéressant dans sa mécanique, d'autant plus qu'il fonctionne pas uniquement avec les marqueurs +1/+1, voilà. Mais là je pense que dans le deck, il est complètement à sa place, autour de tout ça. Ça va très vite, ça fonctionne très bien avec le commandant, ça fonctionne très bien avec la mécanique de modification, ça apporte un réel plus dans le deck, donc voilà, c'est bien. Ouais. Transformer tes petits tokens modifiés en dork pour le tour d'après, c'est très intéressant. Le suivant, celui-ci va rendre Thibaut très content, c'est Grumgully le généreux de Trône d'Eldraine.
Bon, il a tout à fait sa place dans le deck, hein, puisque du coup, il va automatiquement modifier les jetons qui vont être créés par Chishiro ou par Krenko, puisque ce sont tous des créatures non humains, puisqu'il va leur donner un marqueur +1/+1 sur elles quand elles arriveront en jeu. Céder à l'appel de Grumgully. Ouais, bah ouais, ça en fait un excellent choix pour le deck. Maintenant, je pense pas que ce soit une bonne idée d'ouvrir le deck, prendre Grumgully et le mettre à la tête du deck. Non, parce que en fait Grumgully fonctionne bien dans le deck parce qu'il apporte une modification automatiquement. Moi j'ai dit que les cartes qui jouent, qui aiment qu'elles soient modifiées fonctionneront très bien dans un Grumgully, ça va être vraiment très synergique. Mais derrière, à l'inverse, un deck qui veut jouer, Shiro qui veut jouer du coup autour de tous ces éléments, d'aura, d'équipements, etc. Finalement, t'es là, oui, Grumgully fonctionne bien, mais Shishiro sera pas bon dans le deck Grumgully, en fait. Il va être plutôt moyen, pour le coup. Ou alors il va juste rajouter des marqueurs. Mais du coup, avec tout le reste qui fonctionne autour de Shishiro, c'est pas suffisant, quoi, voilà. Je veux dire, Grumgully s'en fout des auras ou des équipements. Et le dernier commandant réédité, c'est Ulacht, la semence de haine, une créature légendaire, monstruosité hydre 0/0 qui coûte 4 mana, dont un rouge et un vert, qui arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 pour chaque autre créature rouge que vous contrôlez, et un marqueur +1/+1 pour chaque autre créature verte que vous contrôlez. Pour 1, vous retirez un marqueur de Ulacht, vous choisissez l'un, soit il inflige une blessure à une créature ciblée, soit il crée un saprobionte. Et on va passer aux cartes... ça me fait ni chaud ni froid qu'il soit là. Ouais, j'avoue, de toute façon, Ulacht, ça n'a jamais été un commandant très populaire et très, très intéressant. Donc pour ceux qui se posent la question, il vient du pacte des guildes, voilà, il vient du tout premier Ravnica. Autant vous dire que le power level n'était pas le même à l'époque pour les créatures légendaires. C'est ça. Je sais pas en fait. Après, il a un avantage avec Shishiro. Ce que je vois, c'est oui, je rajoute un marqueur +1/+1 au début de chaque étape de fin, donc du coup, je peux à nouveau activer sa capacité. Voilà, et en fait, qu'il perde pas de marqueur sur un tour de table, c'est quand même très moyen. C'est à voir. Il y a probablement 2-3 synergies qui fonctionnent avec dans le deck, mais voilà, c'est. C'est ça. Si t'as dans le deck, tu vois, si t'as déjà Grumgully et Shishiro, tu peux t'amuser à enlever tes marqueurs pour faire un saprobionte. Le saprobionte, il a un marqueur +1/+1 sur lui. Donc, en fait, ça sera une 3/3, mais... Enfin, c'est... Là, what? Magnifique saprobionte. Ouais, ça fait des trucs, hein, mais c'est pas exceptionnel, quoi. Du coup, on va passer aux nouvelles cartes, et on va commencer par le rouge, et on va commencer par l'escouade de combat Aki. Créature Gobelin Samouraï 6/6 pour 5 et 1 rouge. À chaque fois qu'au moins une créature modifiée que vous contrôlez attaque, dégagez toutes les créatures modifiées que vous contrôlez. Cette phase de combat est suivie d'une phase de combat supplémentaire, et cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Du coup, les squads de combat acquis. Alors, est-ce qu'on va jouer dans un jeu gobelin? Peut-être pas. Mais par contre, dans tous les jeux modifications, ça c'est fort, quoi. Enfin, je veux dire... voilà, Oui. pas besoin de vouloir faire des boucles infinies, Oh juste se dire qu'on a une phase de combat supplémentaire avec nos créatures modifiées, qui sont du coup soit enchantées, soit équipées, soit avec des marqueurs. Oui, c'est très bien. Il y a 2-3 avantages à cette carte-là. Bah, en fait, c'est un finisher qui coûte 6 mana. Enfin, un finisher. Toute proportion gardée. Vous arriverez, je pense, avec le bon setup, t'arriveras à finir 2 joueurs sur 3. Elle coûte que 6. Et surtout, l'avantage, c'est que l'escouade n'a pas besoin d'attaquer. Ouais, tu peux juste la poser et attaquer avec une créature modifiée derrière, quoi. Et ça, c'est fort, en fait. Enfin bon, ça ferait plaisir d'avoir une 6/6 qui attaque en plus. C'est ça. Donc c'est pour ça que la carte est forte. Mais le design est très intéressant. Bien sûr. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose d'ailleurs que Wizard mette en avant des créatures qui ont sur elles les capacités déclenchées, mais qui nécessitent pas forcément qu'elles-mêmes attaquent, en fait. On doit juste remplir des conditions au moment de l'attaque. Et on l'a eu également durant le deck précédent, hein, voilà, de ce genre de capacité-là. C'est très intéressant parce que du coup, ça fait que ces cartes-là, elles ont un impact au moment où elles arrivent en jeu. Elles n'ont pas besoin d'attaquer en plus, quoi. C'est super intéressant pour notre format. La deuxième carte rouge, c'est la collision de royaume, un rituel qui coûte 7, dont 1 rouge, qui dit que chaque joueur mélange toutes les créatures qu'il possède dans sa bibliothèque. Chaque joueur qui a mélangé une créature non jeton dans sa bibliothèque de cette manière révèle les cartes dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de créature, puis met cette carte sur le champ de bataille et le reste au-dessous de sa bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ouais, c'est une carte de polymorphisme un peu bizarre parce que du coup, enfin, là dans le deck c'est quasiment justifié. Je dis quasiment parce que si t'as le board, ça paraît un peu embêtant de le faire. Ça coûte 7. C'est complexe. ouais, je sais pas.
Il y a des decks qui en seront contents, hein, genre, peut-être un deck à la Brudiclad, tu vois, où tes meilleures créatures... Bah ouais, sauf qu'il y a un problème. Tu vas balancer tes Sauf mires. qu'il y a un problème, c'est que on révèle autant de créatures que de créatures non jetons qui ont été mélangées à la bibliothèque. Ah ouais, non, Donc ouais, en fait, non, mais c'est pas même bien, les hein. decks jetons, ça ne fonctionne pas avec. C'est ça le gros souci. C'est vrai que moi je l'avais envisagé quand on a écrit le script et dire ah attends, les jeux jetons ça va être fort. Bah oui, non, mais non, quand tu l'as relu, ça sautait tout de suite aux yeux. C'est créatures non jetons. Donc ouais. C'est pas très bien, hein. Ouais. En fait, il y a une chose qui est... donc du coup, ça fonctionne pas avec les decks jetons, mais il y a aussi autre chose, en fait, c'est qu'on peut quasiment le considérer comme une sorte de vrasse assez débile, hein, là-dessus. Parce que le fait est qu'on ne prend pas en compte le nombre de créatures qui ont été remélangées, hein. C'est juste une seule et unique créature, du coup, qui sera ramenée sur le champ de bataille. La première, du coup, que le joueur va remontrer depuis le dessus de sa bibliothèque. Du coup, ce qui peut amener à des situations un petit peu débiles. Mais ça me fait penser un peu comme un Chaos Warp de masse, même si c'est pas exactement le même fonctionnement. C'est assez étrange là-dessus. Hein. C'est... Je pense dans un jeu contrôle, ça peut fonctionner. Ouais, voilà. histoire de remettre les bords à de zéro. remettre l'équilibre, en fait, au niveau de la table, ouais. C'est très 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 étrange. Je sais pas. C'est très étrange. Ouais. En plus, il n'y a aucune forme de contrôle qui peut être mis en place au niveau du dessus de la bibliothèque, parce que bon, c'est mélangé, donc... Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien du tout. C'est le random pur et dur. Ou alors, faut avoir des cartes qui empêchent les créatures d'arriver depuis ailleurs que depuis la pile, en fait. Voilà. Ce qui existe, hein, mais c'est chiant, hein, là. Bizarre. La prochaine carte, c'est le Kami de la Célébration, une créature esprit 3/3 pour 4 et un rouge. A chaque fois qu'une créature modifiée que vous contrôlez attaque, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Et à chaque fois que vous lancez un sort depuis l'exil, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Je l'adore, ce Kami. Encore une fois, on est sur, comme avec les squads, avec ce fonctionnement sur... c'est des créatures modifiées qui doivent attaquer, mais pas forcément lui, c'est bien. J'aime bien le fait... il me fait beaucoup penser à... Comment elle s'appelle encore Lélia Lélia Laelia, celle des decks commandeurs de Strixhaven. Et de la même façon, hein, voilà, hop, j'attaque, bam, j'exile une carte dessus de la bibliothèque, je peux la jouer. Ah, et si je joue depuis l'exil, ah, je mets des marqueurs, c'est bien. Donc peut-être que Prosper se fera un petit plaisir de le rajouter, mais... Je suis pas sûr. Ouais. Ah, ça dépend des versions de Prosper. Moi, Voilà. je sais que dans la mienne, où j'attaque très peu, je pense pas. Ouais. Après, voilà, c'est cette option-là de pouvoir récupérer des cartes en plus, ça devient très intéressant, parce que du coup, on met en place un setup de créatures modifiées, et derrière, on va récupérer des cartes pour renflouer un petit peu le deck et dire, ok, je vais continuer, j'obtiens du gaz en plus, quoi, c'est sympa, hein. J'aime bien. Ouais. La suivante, c'est l'armure de combat Komainu. Oui, Komainu. Une créature artefact équipement et chien 2/2 pour 3 dont un rouge, elle a la menace. La créature équipée gagne +2/+2 et a la menace. Et à chaque fois que l'armure de combat Komainu ou la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, incitez chaque créature que ce joueur contrôle et il a la reconfiguration pour 4. Mais il est sympa ce gros toutou vénère là. En fait, le truc qui est cool avec, c'est que si tu te démerdes bien, en fonction du board, tu peux littéralement faire qu'un joueur ne t'attaquera plus de la partie. Ouais. Tant qu'il y a 2 adversaires, tu vois. Mhm. Parce que, vu que le chien, il a la menace, ou la créature équipée, hein, à moins qu'il pose 2 créatures dans le tour, et donc il sera capable de bloquer, sinon en fait elles seront incitées, donc j'aime bien. J'aime bien l'idée en fait. Ça peut vite devenir débile. Et puis là on voit le côté que le mec derrière il va mettre l'armure, c'est trop stylé, Ouais. je trouve. C'est super intéressant, je trouve aussi, au niveau de la capacité. Mine de rien, il est relativement peu cher pour ce qu'il fait. Et derrière, le coût de reconfiguration me semble assez juste, vu les combinaisons et les créatures sur lesquelles tu peux l'équiper. Voilà, ça pourrait être très fort, donc... Non, j'aime bien, c'est une bonne carte, là-dessus. Puis bon, la capacité, elle est forte, quand même. T'incites toutes les créatures au moment où tu touches, t'es là... Ouais. C'est... Bah, ça me rappelle Marizy, en fait, hein. Ça me rappelle Marizy, hein, de la même façon, hein. C'est... Voilà. T'as une créature qui touche, boum, tes créatures sont incitées. Ah, on est loin de Kaima, hein. Voilà. En fait, ils ont peut-être inversé les textes des 2 cartes. C'est ce qu'aurait dû être Kaima. Ouais. Ah ouais. La prochaine carte, c'est l'aide des esprits de fumée, un rituel qui coûte X et un rouge. Vous ciblez jusqu'à X créatures. Pour chacune d'elles, créez un jeton d'enchantement rouge aura appelé Bénédiction de fumée, attaché à cette créature. Ces jetons ont enchanté créature et,
Quand la créature enchantée meurt, elle inflige une blessure à son contrôleur et vous créez un jeton trésor. Ah bah ça c'est une carte qui fonctionne avec Kaima du coup, puisqu'elle permet de faire plein de petites auras qui servent pas à grand chose sur les créatures adverses. Bref. Là je trouve que c'est quand même la carte qui est liée à Kaima, le commandant secondaire. Ouais. En dehors de ça je trouve ça un peu bof. J'irais pas jusqu'à dire bof. Parce que tu crées des auras, donc avec Chishiro tu vas recréer à chaque fois des esprits. Ouais. Deuxièmement, si on le sort un peu du contexte du deck préco, si t'as une créature qui a un trigger de constellation, ça peut être cool. Et en plus, bon, même si la créature, après, quand elle meurt, machin, mais tu fais un trésor, moi je serais d'avis de les jouer principalement sur nos bêtes à nous. Ouais. Comme ça, ta créature, mettons, si t'as un Eidolon des fleurs, l'enchantement il arrive en jeu, tu pioches une carte, quand la créature elle meurt, tu prends un mais tu refais un trésor. Ça devient assez rentable de perdre tes bêtes. Mhm. Je sais pas, la carte a pas mal de potentiel, mine de rien. Maintenant, vers quoi est-ce que ça va aller, ça, je ne sais pas. Ce qui est dommage, par contre, c'est que ce soit un rituel, donc tu peux pas le faire en réponse à une phrase pour essayer de gagner un peu de gaz derrière. Ouais, dire je le joue en éphémère, hop, sur toutes mes créatures, du coup j'ai investi du mana que je vais pouvoir récupérer avec mes trésors après. Exactement. Ouais. Sinon, non, le design est intéressant. La capacité qui est donnée, en fait, ça me fait penser beaucoup à cet effet en noir qu'on retrouve beaucoup, piocher une carte, perdre un point de vie. Sauf que là, du coup, c'est créer un trésor, prenez une blessure. Et là, ouais. Sauf que du coup, je trouve que l'intérêt est quand même moindre, parce que le trésor, c'est un mana voilà, qui est juste de côté et qui peut être utilisé qu'une seule fois. Là où une carte, quand même, peut avoir plus d'impact. Donc bon, ouais. Je sais pas, je trouve ça compliqué. Et puis, on peut souligner la mignonnerie des jetons, des petits esprits sur la bénédiction de fumée. Oui. Sur le jeton, on les voit, ils sont trop mignons. La carte suivante, c'est la Fureur Inextinguible, un enchantement aura qui coûte 3, dont 1 rouge, qui enchante une créature. La créature enchantée a, à chaque fois que cette créature attaque, elle inflige X blessures au joueur défenseur, X étant le nombre de cartes dans sa main. Et quand la Fureur Inextinguible est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, renvoyez-la dans votre main. J'aime bien la deuxième clause qui fait qu'en fait la carte reviendra toujours. Mmh. Ouais, ça a puni les joueurs qui piochent un peu trop, ce qui est pas mal parce que c'est pas comme si ça arrivait régulièrement dans notre super format. D'avoir des mecs qui ont... j'ai tour du reliquaire, j'ai 15 cartes en main, fin de tour, tu vois. Ce qui est cool en plus, c'est que la créature, en fait, quoi qu'il arrive, il suffit qu'elle soit déclarée attaquante pour infliger des blessures, donc c'est ok. Il y a peut-être des trucs à faire. Je sais pas encore comment, mais à mon avis, il y a des trucs à faire, quoi. Je vois mal comment en abuser, mais le côté récursif m'enlève un doute sur la carte, en fait. J'avoue que ça l'aurait pas été... Avec Tainted Strike. Oui, je sais, oui. Là, l'infection, tout ça, voilà, oui. Mais... Ah bah ouais. Mais j'ai cette impression, en fait, surtout que la Fureur Inextinguible, ça va être un petit bonus, et que ça fonctionne avec le commandant ici, parce que voilà, on veut des auras, on veut des modifications, et l'avantage c'est que bon, bah on peut très bien le mettre sur une de nos créatures qui a la menace, là, les petits esprits qui sont faits par Shishiro. Et derrière, bah hop, à l'attaque, tiens, elle met des blessures, tiens, tu dois bloquer avec 2 créatures absolument pour la tuer, je récupère la fureur, mais du coup j'ai à nouveau fait un jeton quand j'avais lancé avant, donc je peux à nouveau l'équiper, enchanter dessus. Et là ouais, ça peut partir un peu en mode, ouais bah écoute, à chaque tour tu vas prendre des dégâts en fonction de tes cartes quoi. Ah oui, après ça représente un investissement en mana à chaque tour, mais ça sera pas mal quoi. Alors, rien que l'idée de pouvoir punir un mec qui a trop pioché, ça me fait déjà plaisir. On va passer aux cartes vertes maintenant, avec l'Acolyte Ascendant, une créature humain et moine 1-1 pour 4 et 1 vert. L'Acolyte Ascendant arrive sur le champ de bataille, avec un marqueur +1/+1 sur lui, pour chaque marqueur +1/+1 parmi les autres créatures que vous contrôlez. Au début de votre entretien, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur l'Acolyte Ascendant. C'est cher, hein. C'est cher, mais ça te récompense d'avoir un setup bien mis en place derrière, quoi. Je veux dire, ouais. Parce que c'est quand même le nombre total de marqueurs +1/+1 sur les autres créatures. T'es là, ouais, quand même. Après, dans le deck, de façon curvée, tu peux avoir Grumgili, Shishiro et lui, hein. Ça fera déjà quelque chose, non? Ah non, il te faut au moins une autre créature avec un marqueur +1/+1 parce que l'acolyte c'est déjà un moine. Tu joues ton Grumguli, donc là ton acolyte il vient, il a 3 marqueurs, puis fin de tour tu le remets. Ouais, il va manquer un truc quand même. Si t'es curvé, je veux dire, Grumguli arrive en premier, Shishiro arrive, il a déjà un marqueur +1/+1. Ouais, c'est ce que je dis. Il en gagne un second au début de son étape de fin. Donc voilà, lui il arrive avec 3 marqueurs derrière avec Grumguli plus les 2 de Shishiro. Il en gagne un c'est un humain. Ah oui, c'est un humain, mince. Oui, Grumguli ne donne pas de marqueur à l'acolyte ascendant. Mais c'est nul. Mais il est pas bien du coup. Non, je déconne. Non mais c'est pas en vrai, commandant. vu comme le deck est monté, tu vas tuer un mec avec ça quoi. Bah, tu lui donnes un peu de piétinement ou tu lui mets l'armure de chien là.
Ouais. Mais justement, Qui roule, quoi. c'est ça qui lui manque, je pense, beaucoup, c'est qu'il va vraiment falloir lui donner de l'évasion, parce que sinon... Enfin, c'est pas top, S'il avait quoi. de l'évasion, c'était un peu fort, quand même. Ouais, je sais. Mais bon, ça aurait pu être fait autrement, Ouais. je trouve. Au niveau du design, il y a quelque chose d'intéressant, mais en même temps, voilà. Après, en dehors du deck, on peut utiliser le fait que ce soit un humain. Je sais qu'il y a beaucoup de decks humains qui sont axés autour des marqueurs +1/+1. Ah, ça existe. Acolyte surtout là, Ascendant, ça récemment. peut être une excellente addition à ces decks. Hein. On a eu le deck Lénore récemment qui était bien là-dessus, donc autour de ces marqueurs Ouais. et humains, ouais, ça fonctionne quoi. La carte suivante, c'est un enchantement qui s'appelle Concorde avec les Kami, qui coûte 4 mana dont 1 vert. Au début de votre étape de fin, choisissez l'un ou plus. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée avec un marqueur sur elle, ou piochez une carte si vous contrôlez une créature enchantée, ou créez un jeton de créature 1/1 incolore esprit si vous contrôlez une créature équipée. Ça fait beaucoup de choses, hein, quand même. Ah bah oui, largement. Surtout qu'en plus, tu peux ordonner tes triggers, non, avec Chishiro, du coup. Non, c'est... Ah oui, avec oui, Ouais. voilà, oui, tu peux... Tu oui, peux tu ordonner mettre... pour que ce soit... Tu Ouais. vois. Ouais, tu peux mettre les marqueurs d'abord sur tes créatures modifiées Ouais. avec Shiro, et ensuite dire ah bah tiens, je vais résoudre Concorde avec les Kami, quoi. Donc voilà. C'est pas si compliqué que ça, je pense, en fait, avoir les 3 sur des créatures différentes. Tu vois. C'est pas... Ça En me plus, c'est semble, pas forcément des créatures différentes, donc ça peut être cool. Ouais. Non, le design est cool, l'illustration est sympa. Oui. La carte est pas trop chère, ça coûte 4 pour avoir des effets. Peut-être celui qui m'intéresse le moins, c'est l'esprit. Voilà, c'est un body en plus, mais... Ouais, mais si t'as Grumgully, Oui, d'accord, mais... il vient avec un marqueur. Oui, mais non mais arrête, c'est pas son deck. Oui. Mais voilà, mais Concorde avec les Kami, c'est une carte, j'ai l'impression, qui... déjà, rien que les deux premières capacités, surtout celle avec l'enchantement, parce que quand même, piocher une carte au début de ton étape de fin, ça a l'air quand même pas mal du tout. Hein. Ouais. Ça a l'air d'être quand même la meilleure, même si tu le joues dans un deck enchantress, en fait, moi je t'avoue que je le jouerais tout seul, quoi. Donc voilà, c'est largement faisable. La carte suivante, c'est en harmonie avec les Kami, c'est un enchantement aura qui coûte 3 et 1 vert, elle a le flash, enchanter une créature que vous contrôlez, et à chaque fois que la créature enchantée ou une autre créature modifiée que vous contrôlez meurt, créez X jetons de créature 1/1 incolore esprit, X étant la force de cette créature. On disait quoi tout à l'heure, qu'il nous fallait un truc pour sauvegarder, réagir à une race? Bah là, c'est plutôt pas mal, hein. Ah bah voilà. Ça a l'air plutôt fort, hein. Ouais, c'est pas mal ça. C'est extrêmement puissant là-dessus, parce que là, on n'est pas sur une protection à proprement parler, on est juste sur une compensation, je devrais dire, sur la mort de nos créatures. Ouais, c'est ça. Donc voilà, un effet presque aristocrate, hein, je devrais dire également. Mais surtout que ça se déclenche pour notre créature enchantée, mais également pour toutes les autres créatures modifiées. C'est énorme, quoi. L'impact, il est gigantesque, je trouve, pour cette carte. Je pense qu'il y a quelques temps, on aurait juste vu la créature enchantée meurt, hop, tu mets X jetons de créature, point. Mais pas toutes les autres créatures modifiées également. Et on sent vraiment ce côté ultra synergique autour des modifications et cette envie de le mettre vraiment en avant dans ce deck. Et c'est génial en fait là-dessus. 4 mana pour ça, c'est un très bon effet. Hein. La force de la modification, en fait, c'est que ça ressemble un petit peu à historique dans le sens où en fait ça englobe beaucoup de trucs qu'on fait déjà de façon un peu, disons, non voulue, j'ai envie de dire, tu vois. Parce que là, la modification, c'est 3 trucs que des joueurs de commandeur font régulièrement, d'équiper une créature ou d'en enchanter une, ou d'avoir un marqueur, Ouais, tu vois. Comme l'était historique avec c'est légendaire ou c'est artefact. Et ça rend les cartes qui interagissent uniquement avec la clause modifiée, ça les rend très très fortes en fait. Ouais. Du coup. Ouais, et elles sont très flexibles, elles peuvent rentrer dans beaucoup de decks différents en même temps, quoi. C'est très intéressant en tout cas. La suivante, c'est le Rajeunisseur Rampant, une créature plante et hydre 0/0 pour 4, dont 1 vert. Il arrive avec sur lui 2 marqueurs +1/+1. Et quand il meurt, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à X cœurs de terrain de base, X étant la force du Rajeunisseur, et vous les mettez sur le champ de bataille, puis vous mélangez. Bah c'est pas mal d'Ivoire, c'est une... comment on avait dit, c'est une explosive vegetation mais avec des pieds quoi. De base, hein, sachant qu'en plus, dans le deck là, plus vous allez attendre avant de la faire tuer, plus elle va grossir et plus tu iras ramper derrière. C'est fort parce que ça arrive sur le champ de bataille dégagé. Et en plus, tu donnes un sacré dilemme à tes adversaires parce que c'est soit ils te la laissent et ils t'empêchent de ramper mais elle grossit, et plus ils vont hésiter à te la tuer tout de suite, plus elle va grossir quoi. Ouais, avec Shishiro, c'est vrai que ce côté là où elle va grossir à chaque étape de fin, t'es là. C'est ça. Oui, mais non. C'est très efficace en fait là-dessus. C'est vrai que cet effet-là, c'est quelque chose auquel je m'attendais presque pas dans le deck, et finalement j'étais surpris quand j'ai vu cette carte-là.
Se fait dire, ah ouais mais attends, Ouais. je peux faire grossir mes créatures pour que elles aient plus d'impact au moment où elles meurent. Quoi? Pardon? Bah oui, complètement. Ça fonctionne très bien. La carte suivante, c'est l'armure de soie. C'est un éphémère pour X et un vert. Ciblez jusqu'à X créatures que vous contrôlez. Mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Les auras, équipements et les créatures modifiées que vous contrôlez acquièrent la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Ouais, moi, je trouve ça sympa. Ça va dans la synergie du deck. Ça fait des choses. Je suis pas forcément extrêmement fan parce que je me dis qu'il y a mieux pour protéger simplement ces permanents. Mais avec ce côté modification, marqueur +1/+1, plus la défense talismanique, oui, voilà, oui, ça me va. Moi, je suis beaucoup plus enjoué que toi, je pense. Je pense que ça va devenir un staple dans les decks verts. Ouais, je sais pas. C'est une protection en plus, c'est un boost, c'est... Ouais, mais plus tu veux protéger de choses, plus tu dois mettre dans X, quoi. Sauf si elles ont déjà des marqueurs. Oui, bien sûr. Là, pour un vert, tu protèges toutes tes auras, équipements et tes créatures qui ont déjà le marqueur. Ah oui, dans les jeux marqueurs, modifications, tout ça, c'est fort, hein. Ouais. Oui, bien sûr. En fait, c'est parce que c'est le fait que ça touche aux modifications que ça rend la carte ultra flexible, et donc, bon, je sais pas, je trouve que donner à ton board Hexproof pour un vert, c'est fort. Par contre, ça le protège pas des effets de destruction, ça... Voilà, c'est pour ça que je préfère intervention héroïque. ça coûte 2 mana, et puis voilà. Ouais, mais tu joues les deux. Ouais. Ça va être très bien dans les decks, justement, autour des modifications, une seule ou plusieurs d'entre elles. La carte suivante, c'est le Transplanteur Tanuki, une créature artefact équipement et chien, 2/4 qui coûte 4 mana dont 1 vert. À chaque fois que lui ou que la créature équipée attaque, ajoutez une quantité de mana vert égale à sa force. Jusqu'à la fin du tour, vous ne perdez pas ce mana au moment où les étapes et les phases se terminent. Il a un coût de configuration de 3. Ouais, ça, c'est sympa, ça me rappelle il y a une aura de traite de Kamigawa qui faisait ça, la barque de Sasiko. Ouais. Et là, du coup, c'est marrant parce qu'ils nous la mettent sur un body qui est pas horrible, hein, de 4/4, bon, c'est ok. Le fait qu'il puisse se reconfigurer, c'est toujours bien. Par contre, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique, si quelqu'un le sait, qui m'explique pourquoi est-ce qu'un Tanuki, c'est considéré comme un chien. Je sais pas. Parce que les Tanuki, c'est genre des ratons laveurs, normalement. Ouais, mais apparemment, il voulait pas faire le type raton laveur, donc... je sais pas, c'est bizarre. Moi, il y avait juste un souci autour du Transplanteur Tanuki. En fait, c'est son coût de manière générale. L'impact dans la game qu'il a peut être très intéressant. Mais du coup, si on veut être vraiment efficient autour de ce qu'il fait, il va falloir payer 7 mana, c'est-à-dire le lancer, puis ensuite le reconfigurer sur une créature, et que ta créature, elle ait au moins 8 de force pour pouvoir gagner au moins un mana. Donc voilà. Ou qu'elle ait au minimum 7 pour rembourser tout le coup que tu viens de faire avec le Tanuki. Ce qui est déjà quand même pas mal du tout pour jouer Shizuko et tous les effets du genre aussi qui font notamment avec la vieille rongeuse, tout ça, et Sakiko, celle dont tu parlais, mais pas l'enchantement, la créature. Bah, c'est un peu pareil en fait, c'est que du coup tu te dis, ouais, mais il faut que tu aies. En fait, t'as déjà un board suffisamment conséquent et des créatures qui ont suffisamment d'impact individuellement pour faire du mana en plus. Faut vraiment que t'aies quelque chose à en faire de ce mana. Donc ça va jouer dans des decks très particuliers, il faut vraiment que t'aies du gaz. Hein. Sinon, tu te retrouves à faire du mana pour rien. Voilà. Ouais. Parlons maintenant des rééditions intéressantes de ce deck. Et on va commencer par les bonnes cartes qui modifient, j'ai envie de dire. Donc allons-y, on a l'Ombre d'Ours, le Vigile Loyal et le Protecteur Primitif. La première qui donc est une aura qui date de Rise of the Eldrazi, qui avait été rééditée dans le deck de Galéa, qui vaut son petit pesant de cacahuètes maintenant, mine de rien, et qui donne un effet super intéressant, puisque quand on attaque, on dégage nos terrains, donc c'est tout ce qu'on aime. Et Vigile Loyal, qui, tant qu'on contrôle notre commandant, va mettre un marqueur +1/+1 sur tout notre board, au début du combat. Donc super bien, si on veut être sûr de modifier au maximum nos créatures. Et Protecteur Primitif, qui fonctionne de la même manière, et qui lui a une réduction de coût en fonction des créatures adverses. C'est intéressant, voilà, on est sur des effets qui sont puissants. J'aime bien les modifications de masse avec Vigile et Protecteur. Hein. C'est vrai que c'est important aussi, si jamais on a un gros board, notamment avec les jetons que peut faire Shishiro, de dire ok, on a besoin de cette force-là en plus et de les modifier. Les autres modifications supplémentaires qu'on a encore dans le deck qui sont très sympas aussi, on a l'Ombre de Serpent, le Tueur de Mages et le Rythme de la Forêt. L'Ombre de Serpent, voilà, c'est pas comme l'Ombre d'Ours, mais ça fait piocher, donc moi je suis plutôt content, je vous avoue. C'est une carte qui est assez efficace là-dessus, comme aura, hein, bien sûr. Le Tueur de Mages, je pense que c'est une carte que pas beaucoup de gens connaissent, parce que ça date quand même du bloc Alara. Ouais. C'est un équipement qui
qui vaut quand même le coup quand on est très agressif. Et j'avoue que là-dessus, ça paraît quand même pas mal de le mettre dans ce deck. Moi, je suis plutôt content là. C'est un bon ajout et en plus, ça rend justement, c'est un bon payoff en fait à toute cette cumulation de modifications. On a probablement beaucoup de marqueurs déjà sur certaines de nos créatures, peut-être notre commandant même. Et bam, il va attaquer, il va déjà mettre des blessures de base. T'es là, oh mon dieu, il met des claques quoi. Voilà, donc les grosses phases de bourrinage sont là. Et rythme de la forêt, alors oui, c'est quelque chose d'assez récent, j'avoue. Quoique, ça date de 2018. Oh, mon dieu, je me sens vieux. Mais le rythme de la forêt, c'est devenu un classique un peu du commandeur en grûle. Et pour une très bonne raison, mais ici la meilleure des raisons, c'est que l'émeute, ça permet également de faire arriver les créatures avec des marqueurs +1/+1. Donc voilà, on avait Grumgully à côté. Imaginez rythme de la forêt Grumgully, c'est célérité avec le marqueur, t'es là. Oh mon dieu, terrible. C'est bon, le bourrinage est complet. En m'intéressant un petit peu au rythme de la forêt, je me suis rendu compte qu'aux États-Unis ça valait presque 5$ rythme de la forêt. Ah ouais, c'est très fort. On continue toujours plus avec les créatures qui aiment bien grossir et les cartes qui aiment quand nos créatures sont grosses, avec Championne de Lambolt et Expertise de Rishkar. La première, bon, elle commence un petit peu à être connue maintenant. Plus la championne va grossir, moins on pourra être bloqué, basiquement. Et Expertise de Rishkar, c'est très bien pour piocher plein de cartes et recheater une carte à 5 ou moins. Oui. En fait, vu que d'un côté, l'expertise de Rishkar prend en compte la force totale, et là, vu les modifications et le fait que Shiro, déjà de base, va nous donner des marqueurs en plus sur les créatures modifiées, ça peut très vite augmenter en fait. Et vite nous redonner du gaz pour continuer à modifier, jouer les auras, etc. C'est super. Et la championne, alors moi j'ai qu'une seule indication à donner à nos viewers. Si vous jouez marqueur +1/+1 et que vous jouez vert, jouez championne de Lambolt. C'est un ordre. Oui. Vraiment. Ouais. C'est une carte qui gagne. Il faut comprendre ça. Et si vous jouez contre et que quelqu'un joue ça, tuez cette carte. Absolument, voilà. Tuez. C'est pas une créature qui doit rester en jeu du tout. Et enfin, il y a également 2 gestions de masse dont on voulait vous parler, qui sont rééditées ici. La réaction en chaîne et l'ouragan stellaire, alors qui fonctionnent à peu près de la même façon, hein. On est en rouge-vert, là c'est des cartes rouges. Évidemment, elles mettent des blessures à toutes les créatures, voilà, parce qu'on est des gros bourrins. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de bonnes choses à en tirer, surtout dans ce deck, puisque d'un côté, l'ouragan stellaire, il est à X, donc voilà, t'es là, tu peux juste prendre en compte l'endurance des créatures qui ont déjà été boostées par ton magnifique commandant qui met des marqueurs partout, hein, voilà. Ou bien alors, la réaction en chaîne, ça paraît pas mal de prendre en compte, justement, le nombre de créatures et l'endurance de tes créatures et dire, ok, je peux la jouer à tel moment pour pouvoir péter le board adverse sans péter le mien. C'est du calcul, des maths, du timing, mais c'est très fort. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça. C'est juste une question de timing, mais c'est 2 phrases qui devraient être quasiment unilatérales. Quasiment. Alors, du coup, faisons un peu le bilan de ce deck amélioration déchaînée. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors, contrairement à l'autre, au deck véhicule, je pense que le deck Grûle, là, est plus consistant, et que même si, en fait, on a l'impression qu'il part dans un petit peu toutes les directions, mine de rien, il a l'air d'être très focus sur son objectif, de mettre soit l'un, soit l'autre. Et du coup, c'est pour ça que les 3 directions qu'il prend dans le pack de base, finalement, on arrive à s'y retrouver. Elles se rejoignent pas mal. Hein. C'est ça, et ça a l'air d'être un truc assez stable, mine de rien. À 2-3 cartes près, bien évidemment. Oui, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude avec les précos, quoi. Mais j'aime bien l'idée du pack de base. Voilà. Et ce qu'il propose. Je suis assez d'accord, il y a probablement 2-3 cartes, même là, dans les nouvelles, c'est vrai qu'on a parlé de la collision de royaume pas mal, qui est assez inquiétante, j'ai envie de dire, c'est un design qui est un peu étrange dans ce deck. Mais c'est vrai que le reste a l'air d'être ultra consistant, et surtout de lier un peu ces trois éléments différents qui constituent la modification. Mine de rien, ce qu'on n'avait pas tant que ça avec l'historique, dont tu parlais tout à l'heure. En comparaison, c'est vrai que là, on a un côté très liant. Le commandant y est pour beaucoup, je trouve. Puisque mine de rien, Shishiro fonctionne complètement autour de ça. Hein, c'est voilà, les modifications, du coup, snowball en fait sur d'autres modifications avec les marqueurs +1/+1. Ouais. C'est vraiment très intéressant là-dessus et c'est assez bien équilibré, je trouve. Et puis justement, voilà, toutes ces cartes qui jouent à la fois sur le côté marqueur, sur le côté équipement, le côté aura et tout. Et c'est des cartes qui sont efficaces et qui sont vraiment à leur place ici et qui s'énergisent bien, même avec, j'ai envie de dire, le format aussi, de manière générale. C'est dire, ok, on met des marqueurs +1/+1 sur toutes nos créatures, où on a moyen d'en mettre régulièrement. C'est quelque chose qui fonctionne très bien comme modification, mais à côté de ça, on a quand même des auras et des équipements qui sont super efficaces parce que c'est bien d'avoir des cartes qui ont de l'impact également, quoi. Donc voilà, c'est... bravo Wizard, j'avais un petit doute au moment où on a analysé le deck la première fois, mais c'est vrai qu'à force de le regarder, j'étais là,
Ouais, je suis convaincu. Après, il y a juste un truc qui me convainc pas du tout dans le deck, c'est le commandant secondaire, Kaima. Là, je suis... Ouais, ça c'est... Voilà. C'est un peu dommage. Ouais, c'est vraiment bizarre. J'ai l'impression qu'ils ont dû se louper Ouais. quelque part dans le design. Alors, j'ai également une précision à apporter, parce que j'ai déjà reçu des messages un peu partout. Euh, Comme ça, vous serez au courant, hein, pour ceux qui ne le sont pas encore. Le deck préconstruit a un défaut. En fait, il y a une erreur dans la decklist. Il y a 2 fois le même terrain qui apparaît dans... Alors, je vous en ai pas parlé parce que c'est un terrain plutôt quelconque, je trouve. Vallée de Mousse-Feu, donc un terrain qui dit pour 1 de n'importe quelle couleur, vous l'engagez, vous faites un rouge et un vert. Et en fait, il est en 2 exemplaires dans le deck. Voilà. Alors, Wizards conseille de le remplacer par un terrain de base, mais sachez que si jamais vous voulez tester le deck tel qu'il aurait dû être, normalement c'était censé être un Planeswalker Nissa, voix de Zendikar, donc de Host of the Gatewatch, le serment des sentinelles. Voilà, donc c'est un peu dommage parce que le Planeswalker aurait été très bien dans ce deck, je pense que ça aurait été un très bon apport pour le pack, hein, parce qu'il met des marqueurs lui aussi rapidement, que c'est très bien. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est une erreur, donc dites-vous que si jamais vous achetez le préconstruit, vous devez remplacer l'un des terrains parce qu'il est en double, et du coup techniquement le deck n'est pas légal. Voilà, prenez une forêt de base et mettez-la à la place. Ou si vous avez Nissa, mettez Nissa. Voilà. Comme ça, vous aurez l'expérience complète du préco telle qu'elle avait été designée au départ. Et pour le 2020 Out, bien comme pour le deck précédent, on a fait un parti pris. On s'est dit qu'on allait partir sur un build beaucoup plus concentré sur les auras, avec une meilleure rampe, des auras qui mettent des marqueurs, ce genre de choses. Mais ne vous en faites pas, il y aura aussi des équipements, notamment un petit gobelin qui aime bien balancer des cailloux. Et voilà, j'en dis pas plus, vous verrez tout ça sur nos réseaux. Voilà, donc allez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, et tout ça sera disponible dès demain, du coup, pour le 2020 Out sur ce deck Amélioration déchaînée. Mais on va pas se quitter tout de suite, on a encore quelques cartes dont on doit parler. Et ouais. C'est les scènes coupées, c'est un peu le bonus à la fin du DVD, voilà. ou la scène post-générique. Là, il va y avoir beaucoup de choses dont on doit parler quand même. On a quelques cartes qui sont exclusives au booster d'extension, donc voilà, vous ne les trouverez que là, elles ne sont pas dans l'extension de base. Ce sont des cartes qui sont imprimées et qui sont uniquement légales pour les formats Eternal, dont fait partie le Commander, bien sûr. Donc pas légales en moderne, pionnière, standard, voilà, enfin vous avez compris l'idée, hein, bien sûr. Et ici, on en a 8 dont on doit parler. Et il y a beaucoup de créatures légendaires, puisque parmi ces 8 cartes, il y en a 7. Voilà. Donc on n'a vraiment pas fini. Du coup, on commence avec Yoshimaru, toujours fidèle. Créature légendaire chien, 1-1 pour 1 mana blanc. À chaque fois qu'un autre permanent légendaire arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur Yoshimaru, toujours fidèle, et il a partenariat. Ok, donc ici, je pense qu'on va passer assez vite dessus, hein, parce que bon, il est très sympa, moi j'aime bien le goût de Dogo, tout ça. C'est un chien. Je me suis déjà intéressé au build en live autour de Yoshimaru. C'est assez compliqué parce que ça part un peu dans tous les sens, hein, mine de rien. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments, c'est les permanents légendaires, les marqueurs +1/+1, il a le partenariat, donc du coup t'as des combinaisons de couleurs qui sont assez ouvertes. On peut évidemment aller jusqu'en tricolore, hein, puisque les partenaires qui ont le plus de couleurs sont bicolores. Et bon, moi j'ai évidemment joué avec Ryan, qui est du coup de Commander 2016, et qui joue vraiment autour de ces marqueurs +1/+1. Je pense que c'est le truc le plus pour que ce soit le plus stable. Et probablement le plus évident, il y a probablement d'autres façons de jouer autour de Yoshimaru, peut-être des versions Blink, plus autour de ça. Mais ça devient assez étrange, et en fait il y a tout un sentier d'exploration, je pense, autour de Yoshimaru, avec vraiment comment est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de permanents légendaires qui arrivent en jeu, pour utiliser les marqueurs, comment est-ce qu'on fait pour que Yoshimaru soit impactant avec ses marqueurs, parce que finalement c'est juste une 1-1 qui gagne des marqueurs. Il lui faut de l'évasion, il lui faut des moyens de pouvoir agresser un peu les adversaires, donc c'est des combinaisons de couleurs qui vont beaucoup déterminer ça. Il y a pas mal de choses à explorer, je pense, encore autour. Voilà, ça reste un goût de Dogo. Je pense pas non plus qu'il a un potentiel de fou furieux, à part que certaines synergies et peut-être combos un peu débiles, mais qui vont nécessiter une mise en place un peu particulière, quoi. La suite, du coup, de ces créatures légendaires dont on va parler, c'est le cycle des Myojin. Je pense qu'on va les englober un peu tous ensemble. On va commencer avec les 3 premiers, le blanc, le bleu et le noir. Alors ils ont tous le même coût, ils coûtent 5 génériques plus 3 de la couleur du Myojin. Le blanc est 4-6, le bleu est 3-3 et le noir est 5-2. Ils arrivent tous avec un marqueur indestructible sur eux si jamais vous l'avez lancé depuis votre main. Donc voilà, si vous essayez de le cheater d'une autre manière, ça ne fonctionnera pas.
en retirant un marqueur indestructible, eh bien, il y a une capacité activée à chaque fois. Pour le blanc, il va créer un jeton de créature 1/1 incolore esprit pour chaque permanent que vous contrôlez. Pour le bleu, il va copier 3 fois un sort de permanent ciblé que vous contrôlez, et les copies deviennent des jetons. Et pour le noir, eh bien, il va mettre sur le champ de bataille, sous votre contrôle, toutes les cartes de créatures de tous les cimetières qui ont été mises d'où qu'elles viennent ce tour-ci. Bon, qu'est-ce qu'on en pense, déjà, Ouais. ces 3-là? Ces trois-là, elles valent la même chose, mais elles ne sont pas équivalentes en termes de puissance, on va dire. Je pense que là, pour l'évaluer, on va partir du principe qu'on les joue principalement dans des decks, dans des decks monocolores, 2, avec assez de dévotion pour les jouer rapidement avec un Nyctos, enfin, tu vois, le setup Ouais. un peu... Tout ce qui un peut peu idéal. ramper comme des gros tarés, Exactement, les couleurs exactement. en question. Myojin bleu peut te permettre de copier un sort 3 fois. Après, c'est uniquement les sorts de permanents, hein. C'est... Faut que tes permanents, ils aient de Ouais. l'impact. Hein. Donc du coup, ça le rend un peu faiblard. Mm. Le noir, c'est pas bien. C'est compliqué. On a un truc qui coûte 5 et qui fait mieux, quoi. C'est Thrilling Encore et tu prends tout ce qui a été mis dans le cimetière, tu vois. La blanche, mine de rien, la blanche, c'est celle qui m'intéresserait le plus des trois. Parce que des permanents en blanc, si t'as un bon deck Winnie White, Myojin, c'est finisher un peu, non? Oui, ça peut fonctionner Avec pas une mal. croisade en effet. Qatar, avec un truc Ouais. derrière, ça le fait. Hein. Maintenant, est-ce que je les jouerai? Je pense pas. Le gros souci, je pense que ça, on peut englober les 5 dedans, même si vous avez pas encore vu les 2 derniers. Le gros souci, c'est le coût de mana. Il est très élevé, et surtout, en fait, ils ont un marqueur indestructible sur eux. Ce qui est quand même un énorme avantage, parce que peut pas pouvoir être détruite, et là, bon, il y a de l'exil, oui, ça existe en commandeur, bien sûr, mais bon, on a quand même beaucoup de sorts de destruction de masse qui existent, de destruction de permanents individuels. On est au moins protégé de ça. Mais même cette protection, ils la perdent, en fait, pour pouvoir activer leur capacité. Et à moins de pouvoir proliférer dessus, ce qui sera pas possible dans toutes les couleurs et pas de manière ultra efficace non plus, on pourra pas la réutiliser plusieurs fois cette capacité, ça va être très compliqué. Moi j'ai une haine particulière pour le noir. Allez vas-y on les tape encore sur la gueule un petit peu. Bah, bah, bah. Non honnêtement j'ai une énorme déception pour lui parce que il est 5-2 quoi. Il est 5-2. C'est un détail hein, mais en fait c'est un détail qui a son importance. Pourquoi? Parce que le noir, je vous rappelle que le noir on a des Vras qui fonctionnent avec des marqueurs -1/-1 ou des -X. Jouer Toxic Deluge avec le Myojin de la sinistre trahison, ça ne fonctionne pas. Et vu que le but avec ce Myojin, ça serait de d'abord raser le board et ensuite utiliser son marqueur indestructible pour récupérer toutes les créatures qui ont été détruites, bah du coup Toxic Deluge tu l'oublies, le Black Sun Zenith tu l'oublies, tous les effets comme ça qui font des -X tu les oublies. Parce que du coup, Myojin, l'indestructible, eh ben, ça le protège pas des -X. Donc c'est complètement con. Du coup, il est quasiment anti-synergique avec sa propre colorité et sa propre capacité, à cause de ce détail-là. C'est débile. Donc bon, voilà. Après les 2 autres, je suis de ton avis, c'est que il y a des choses intéressantes à faire avec, mais encore une fois, le coût en mana, quoi. Ouais, le coup en mana. C'est compliqué. Le blanc serait peut-être le plus facile à jouer finalement. Oui. Si tu joues Winnie White et que tu joues avec Nyctos à côté et que tu joues Dîme étouffante, tu peux le sortir très vite en fait. Et les 2 derniers, du coup le rouge et le vert, le Myojin des lames rugissantes et le Myojin de la puissance imposante. Alors le Myojin rouge du coup c'est une 7-4 et le vert c'est une 8-8. Le rouge en retirant un marqueur indestructible de lui, vous choisissez jusqu'à 3 cibles et il inflige 7 blessures à chacune d'elles. Tandis que le vert, lui, en retirant son marqueur indestructible, vous répartissez 8 marqueurs +1/+1 entre n'importe quel nombre de créatures ciblées que vous contrôlez, et elles acquièrent tout le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ouais, encore une fois, dans le setup parfait, Myojin de la puissance imposante est pas si horrible que ça. On part du principe qu'en plus en vert, c'est assez facile d'avoir 8 mana, pourquoi pas, mais bon, ça fait cher l'overrun quoi. Ouais, bah disons... Non, mais même pas, parce que overrun c'est mieux. Ouais, parce que Overrun, ça met +3/+3 et piétinement à toutes tes créatures pour 5 mana, ouais. Pour 5, c'est ça. Ouais, bah c'est beaucoup mieux si t'as un board conséquent, quoi, voilà. En fait, le Myojin vert, faudrait presque le jouer dans un deck où t'as des grosses bêtes, mais qui n'ont pas de capacité d'évasion. Et du coup, tu les fais grossir encore un peu plus, et derrière, tu leur donnes le piétinement, parce que voilà, tu t'en fous, quoi. Finalement, tu joueras dans du Goto et pas dans du Go Wide, quoi, le Myojin. Et pourquoi tu parles pas du Myojin rouge, Emmerich? Parce qu'il est pas bien. Voilà. Je suis assez d'accord. Hein. Bon, alors... Il y a peut-être 2-3 situations dans lesquelles je le trouve très fort. Voilà. Attention. Oui. Attention. Si tu as le Fiery Emancipation. Oui, c'est ça que je pensais. Et si tu as Thorbrad. Oui. Voilà. Et du coup, tes 3 cibles, c'est tes 3 adversaires. C'est le seul truc que je ferais. Hein. Ouais, ou fourneau de rage, ou tous les trucs, les doubleurs de dégâts. Mais voilà. même là, parce que 7 plus 2, 9 x 3, 18. 9 x 3, ça fait 27. Ouais, 27. Ouais, 27.
Cut 27. En fait, ça demanderait vraiment un setup pour le rendre fort, mais derrière, c'est... En fait, je pense qu'ils ont mis 3 cibles en se disant « Ouais, c'est bien, ça permet de finir les joueurs adverses éventuellement, mais t'es là, quand t'es à 7 points de vie, t'as peut-être envie de trouver autre chose. Hein. » Après, c'est une solution. Ouais. Je veux dire, tes adversaires, ils sont à 7 points de vie, ok, vas-y, tu peux faire quelque chose, et voilà, tu peux te dire « Ouais, le Myojin, ça va permettre de tuer. » Mais c'est vraiment très particulier, quoi. Ça coûte cher d'avoir pour 8, en fait, d'avoir une gestion pour peut-être un joueur et 2 créatures sur le champ de bataille, quoi. C'est un peu triste. Je trouve qu'on a... Ouais, on en a trop parlé. C'est bon. Ouais, c'est un peu mou, hein, voilà, c'est pas top. C'est un peu mou, ouais. Ils ont voulu faire hommage aux premiers Myojin. Je veux dire, les premiers Myojin, ils avaient vraiment des effets qui étaient plus intéressants, je trouve. Bon, ouais, j'ai l'impression aussi. Parlons de la suite qui va ravir plus d'un d'entre vous, je suis sûr. Le Goshintai de la source de vie. Créature enchantement légendaire reliquaire. 3-4 pour 3 et 1 vert. Pour un blanc, un bleu, un noir, un rouge et un vert et on l'engage. On peut renvoyer sur le champ de bataille une carte d'enchantement ciblée depuis notre cimetière. Et à chaque fois que le Goshintai de la source de vie ou un autre reliquaire non jeton arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on crée un jeton de créature enchantement 1-1 incolore reliquaire. Encore une fois, reliquaire n'est pas un type de créature, c'est un sous-type d'enchantement. Donc voilà, arrêtez de dire que le changelin donne le sous-type de reliquaire. Merde. J'aime bien parce qu'il dit que vous allez être ravis, mais lui ne l'est pas, n'est-ce pas? Non, j'exècre cette carte. Voilà, en fait, on est face à une créature qui est là pour remercier tous les joueurs qui ont été les fans des reliquaires durant les 3 éditions qui les ont vus imprimer, donc le premier cycle de Kamigawa, celui de M21 et celui-ci. Moi, je pense que ça reste un très bon enchantement, une très bonne créature, un très bon commandant, en fait, de manière générale, pour les jeux reliquaires. Je comprends l'objectif, tout ça, voilà. Derrière, ce que vous pouvez faire éventuellement, si vous voulez vraiment monter le jeu reliquaire, pourquoi pas des copies de permanents, voilà, un petit peu à droite à gauche, pour réussir à avoir plus de reliquaires, faire plus d'effets. Donc voilà, ça va demander un petit peu de travail, avec tous les effets d'enchantress un peu classiques qui existent, hein, bien sûr. De l'autre côté, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la première capacité. La réanimation d'un enchantement directement sur le champ de bataille, ça peut être fort, là-dessus. Je sais pas où est-ce qu'on peut aller avec ça, mais je me dis, on est en 5 couleurs, enchantement, il y a probablement des enchantements que tu peux en tombe mettre au cimetière rapidement, et dire je vais les réanimer pour 5 et ça me coûtera beaucoup moins cher que de les lancer. Ah, tu joues Goshintai Curse. Ouais, Goshintai Curse, ça peut fonctionner en effet. Tu peux jouer Goshintai Curse avec toutes les curses dans les 5 couleurs. Ça reste pas bien. Tu peux jouer aussi... Ah, attends, je vais réanimer Omniscience pour 5 mana. Oh bah tiens. Oh là là. Oh. Ouais, c'est... En tombe Omniscience avec Goshintai. Et là, hein? Quoi? Si. Vous avez bien vu. Ou alors tu joues Idéal Perpétuel, comme ton seul sort de la game. Oui. Et après, une fois que t'as Goshintai en jeu, en fait, tu t'amuses à réanimer ce qui est au cimetière. Parce que tu peux juste plus lancer de sort, mais tu peux activer des capas. Oh bordel. Pourquoi pas. Tu fais auto-meule réanimation d'enchantement. Quoi? Pardon, excusez-moi. Bref. N'importe quoi. Mais voilà, mais après, il y a probablement d'autres directions dans lesquelles aller avec les jeux enchantement, et se dire qu'on a peut-être un commandant simplement 5 couleurs enchantement, qui a réellement un intérêt pour l'archétype, en dehors du fait, oui, les Goshintai, tout ça. C'est que finalement on pourrait avoir un jeu enchantement avec une petite sous-thématique reliquaire qui peut être là pour le fun et pour dire ok je fais des petits reliquaires en plus. Moi je trouve ça sympa en fait. Il faut regarder plus loin que ce côté uniquement très tribal, tribal sous-type d'enchantement, je rappelle. Donc voilà, ça peut aller un peu plus loin. Et enfin, la dernière carte qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le Technomancien Impitoyable, une créature humain et sorcier 2-4 pour 4 dont 1 noir. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une autre créature que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, créez un nombre de jetons trésors égal à la force de cette créature. Et pour 3, en sacrifiant X artefacts, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature de force inférieure ou égale à X ciblée depuis votre cimetière. X ne peut pas être 0. Bah bien sûr que je l'aime pas, que je l'aime bien. Le lapsus. Ouais. Voilà, le joueur... d'aristocrate que je suis ne peut être que hypé par cette carte incroyable qu'est le Technomancien Impitoyable. En fait, c'est genre le fait de te débarrasser d'une bête pour en créer des cailloux pour après, enfin c'est incroyable. C'est vraiment super bien. Ça rentre dans plein de decks, ça rentre dans plein de mes decks.
Après, la deuxième kappa, il y a moyen de boucler un peu bêtement dessus. Et si t'as Xorn. Avec Xorn, ouais. Et Dragon d'Orpon, peut-être que tu peux commencer à faire des bêtises. Non. Mais tu sais quoi, c'est marrant parce que Xorn, il est rouge. Tu sais quelle autre créature est rouge et fait des trésors quand Ouais, elle arrive en jeu? Dragon d'Orpon. Bah, Non, je pensais pas au dragon d'Orpon, je pensais à l'autre. Ah oui, le Dragon d'Orpon, il fait pas de trésors, de toute façon. Le petit extorsionniste des quais. Ah ouais, Dockside, oui, non Mais mais... oui. Ouais. Bah, C'est- et là, on est typiquement sur une boucle qui fonctionne avec Dockside. Hein. Oui, mais Thibaut, on est en 2022, faudra arrêter de faire des boucles avec Dockside, tu vois. Enfin, à un moment, Mais non, On ils sait- sont toujours pas fait bannir, c'est bon. On sait que tout boucle avec Dockside, ça va. Là. Mais là, honnêtement, je pense que en dehors de Dockside, en effet, tu parlais de Xorn, mais Ouais. même tous les effets qui doublent le nombre de jetons qui arrivent. Ouais, complètement. Ça arrive très facilement en fait. Je pense qu'on a moyen de mettre en place une boucle de réanimation très efficace là-dessus. Mhm. Et du coup, bah avec un élément d'aristocrate derrière, t'es parti quoi. Je me disais peut-être dans Tesa, le Sion d'Orzhov. Ce serait peut-être mieux dans tes Karloff, Les deux, je pense. Hein. Extus, parce que t'as envie de sacrifier tes créatures. Après, c'est surtout que je pensais à Tesa Sion d'Orzhov parce qu'elle joue beaucoup autour des jetons et que on a quand même tendance à jouer dedans Procession Consécratrice. Ouais. Du coup, tu doubles le nombre de jetons qui sont faits, ça peut être pas mal du tout là-dessus. Donc, Après, tu peux le jouer dans... Si tu veux pousser un peu, tu peux le jouer dans Yarok aussi, vu que c'est un effet de TB, hein, Technomancien. oui aussi. Ouais. C'est... Waouh, enfin, il y a des choses à faire, je pense. Il y a plein de trucs. Il y a plein de choses à faire, je pense. C'est vrai que tu peux jouer dans Blink aussi. Ah oui, non mais... C'est un sorcier aussi, tu peux le jouer dans Inala. Oh mon dieu. On n'a pas merde. fini. On n'a pas Ah. fini. Ah mon dieu. Ah ouais, non terrible. mais... c'est... C'est un humain aussi. Ah merde. Si vous en avez, gardez-les. Si vous en avez, gardez-les. Si vous en avez pas assez, achetez-en plein. Ça sent quand même la carte bien cassée là un peu. Bah, c'est pas cassé, c'est juste que... Elle est ultra passe-partout, en fait. Ouais. Mais je pense, voilà, enfin, on a donné 2-3 exemples, mais on peut la casser de manière assez simple en fait. Oui. Faire des petites bouts de réanimation. Après, ça demande juste le setup à côté pour l'exploiter. Hein. Non mais rien que c'est un sorcier, voilà. Ouais. Mais écoutez, Et si tu as Technomancien impitoyable dans ton deck Inala, et que tu as Deadeye Navigator... attends, tu veux sais- pas qu'on en parle après l'enregistrement? Ouais. Bon, et bah du coup on est arrivé au bout de cette édition Kamigawa en entier maintenant. Les decks, les cartes exclusives, plus l'édition en entier. Bah il y a du bon, hein. Il y a du bon. Plein de choses intéressantes. Hein. On sent qu'ils ont mis le paquet pour essayer de racheter une conduite, on va dire, au premier Kamigawa. Et perso, pour moi, c'est du très bon, que ce soit en termes de cartes, que ce soit en termes de commandants, que ce soit les deux précos qui sont plus que cool. Pour ceux qui aiment bien le pimp, il y a des cartes absolument incroyablement belles. Enfin, au secours, quoi. Si toutes les éditions sont du même niveau de qualité, on n'a pas fini. Hein. On a certainement pas fini de faire des vidéos en tout cas. Non. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi toutes ces vidéos sur Kamigawa. N'hésitez pas à donner également votre avis sur Amélioration Déchaînée, notamment si vous avez pu le tester tel quel, hein, sorti de la boîte, en mettant un terrain de base à la place de la deuxième vallée de Mousefeu. Donc on vous attend dans les commentaires de la vidéo. Oui. Sur ce, bah, au prochain épisode. Oui. Et à la prochaine.